remercie d'être encore présent. Nous allons aborder la 4e et dernière table ronde. Et cela sera une bonne façon de conclure cette journée très intéressante. Donc, je vais demander aux 4 orateurs prévus de bien vouloir nous rejoindre. Le capitaine de frégate Coville, le colonel Gué, et le président Mario Faure, s'ils veulent bien s'installer. Donc, ça fait 3 ? Je suis un peu fatigué. Je me compte dedans. Puis il y a 4. Bon. La première présentation de cette table ronde, c'est pour, je dirais, est relative et rendra hommage à la moitié des Français, c'est-à-dire les Françaises. Puis ça va être le sujet qui va être traité par le capitaine de frégate Jean-Louis Coville. L'importance et la place des femmes dans... Non. L'œuvre admirable des femmes de France pendant la Grande Guerre. Ça revient au même. Ça revient au même. Ça revient au même. C'est-à-dire que ça occupe la moitié des hommes étaient des femmes. Pas des hommes avec un grand âge. Oui. Je te laisse la parole. Merci. Je ne veux pas trop... Alors... Regarde comment on fait. Alors il faut que je... Oui. Mon général, mesdames et messieurs, je vais, en 19 minutes 50, rendre hommage à nos aïeuls, l'œuvre admirable des femmes de France pendant la Grande Guerre. Juillet 14 est un mois magnifique et la France des gens aisés a pris ses quartiers d'été sur les plages normandes et sur celles de la Côte d'Azur. Personne n'imagine, ça et là, que les fêtes qui sont données seront les dernières de ce qu'on appellera plus tard la Belle Époque. Le 24 juillet, la France fait écho de l'ultimatum de l'Autriche-Hongrie à la Serbie après l'assassinat le 28 juin précédent de François Ferdinand, héritier du trône des Habsbourg et de son épouse. Fin juillet, le drame est noué. Plus rien ne peut plus arrêter la guerre civile que l'Europe va se livrer à elle-même. Par le jeu des alliances, les futures nations belligérantes décrètent la mobilisation générale. Le tocsin sonne dans toutes les communes de France. L'accueil du conflit est paradoxal en France. Les manifestations patriotiques sont spontanées dans les grandes villes où le sentiment des hommes est enthousiaste. A contrario, celui des campagnes et des femmes est plutôt réservé. Il y a celle qui pleure, à celle qui subit, en passant par celle qui est fière de donner son mari, son fils à la patrie, voire celles qui menacent même de les dénoncer s'ils envisageaient de se soustraire à leurs devoirs. Madame Witt-Schlumberger, la présidente d'une des 2 grandes associations féministes de France, qui voit partir ses 5 fils et son gendre à la guerre, prône le courage et demande aux femmes de se mobiliser par le travail. Le ressenti est malgré tout positif, l'école ayant bien préparé les esprits avec le souvenir des provinces perdues, l'Alsace et la Lorraine. La République, notion civilisatrice, ne peut entreprendre de guerre injuste. Toutes les composantes politiques sont pour une fois d'accord pour donner une leçon aux empires centraux, fauteurs de guerre. Le pourcentage d'insoumis sera négligeable alors que l'état-major en prévoyait plusieurs dizaines de milliers. La première image de la guerre avec le cortège d'horreur qui va suivre, c'est la séparation avec le départ des hommes les jours suivants. La mobilisation avec son cortège de réquisitions et toutes les mesures prises désorganise le pays. La France vit à l'heure de guerre où tout est fermé, restaurants, musées, théâtres, etc. Le gouvernement part au plus pressé. Le 5 août est votée une loi qui institue une allocation pour la femme du mobilisé. Et le 7 août, Viviani, le président du Conseil, exhorte les paysannes à terminer les récoltes inachevées. L'heure est au patriotisme et le président de la République, Raymond Poincaré, prône l'union sacrée.
idée parfaitement entendue, puisque ce sentiment trouve l'adhésion de toutes les classes sociales et des partis politiques. La devise est alors « servir la patrie ». La mobilisation des femmes. La résistance d'un peuple dans une guerre est fonction de la résistance morale qu'opposent les femmes, écrit Léon Abensour dans son journal Les Vaillantes, qu'il a publié en 1917. La mobilisation, qui représente en 2 semaines près de 4 millions d'hommes, soit la moitié de ceux des soldats qui se sont enrôlés pendant le conflit, vide usines, campagnes, magasins, provoquant l'arrêt de l'économie. Le besoin de main-d'œuvre coïncide avec la nécessité pour les femmes de mobiliser, de se procurer les revenus nécessaires pour faire vivre la famille. Celles qui ne trouvent pas d'emploi doivent se contenter de l'allocation de femmes de mobiliser, qui ne permet certes pas de faire des folies, mais qui évite néanmoins de vivre dans l'indigence. Les oubliés de l'histoire. Les femmes de France pendant la Grande Guerre ne sont pas seulement celles qui, à l'arrière, remplacent les hommes partis au front, ce sont aussi celles qui, surprises par l'offensive allemande de l'automne 14, vont passer 4 ans sous le joug de l'ennemi. La guerre de mouvement du début des hostilités et les revers de l'armée française ont pour conséquence de voir une partie du territoire national occupée par les Allemands lorsque le front se fige. Une partie du Nord et de l'Est va donc, pendant 4 années, vivre dans l'angoisse quotidienne et le déplacement au gré des offensives. Plus de 2 500 000 Français, essentiellement des femmes, des enfants et des personnes âgées, vont subir l'occupation allemande. Les hommes en âge de combattre, originaires de ces régions, ayant été mobilisés au début du conflit, se trouveront donc sur le côté français du front, et donc sans nouvelles de leur famille. Les autorités françaises en zone occupée par les Allemands sont réduites à leur plus simple expression, et c'est généralement l'institutrice qui exerce le pouvoir de mère, en servant de trait d'union entre les habitants et l'occupant, qui exerce une véritable terreur administrative et physique, avec brimades et punitions. Cette population est totalement coupée de la France. Beaucoup de femmes resteront pendant 4 années sans nouvelles de leurs maris, leurs fils, pères, frères qui ont été mobilisés. Comme toujours depuis la nuit des temps, les femmes seront les premières victimes civiles des guerres déclarées par les hommes, et le drame ultime pour ces femmes, c'est le viol perpétré par les troupes d'occupation. « 10 000 enfants naquirent de ces crimes odieux que ces femmes subirent, et on estime au même nombre les avortements qui furent pratiqués suite aux dramatiques conséquences des actes abjects de leurs tortionnaires. De nombreuses femmes firent montre de courage et de navigation en créant des réseaux de renseignement, et dont certaines paieront le tribut du sang face à un peloton d'exécution. Les Allemands déporteront également environ 20 000 femmes pour les faire travailler dans leurs usines ou pour servir au réconfort de leurs soldats. Vivre seul. Vivre seul, c'est l'angoisse. L'arrière, c'est un monde au féminin. Pour certaines, c'est la désolation. Pour d'autres, c'est la découverte de nouvelles libertés, de nouvelles responsabilités aussi, notamment en assurant le quotidien. Les femmes se rendent compte inconsciemment qu'elles peuvent vivre sans l'homme. L'indépendance financière est un élément notable de leur libération. La guerre potentialise la volonté de vivre vite. L'homme se fait rare et les mariages rapides sont une assurance contre la crainte pour une jeune femme de ne pas trouver de mari. Toute balle qui frappe un soldat au front coiffe en même temps une jeune fille du bonnet de Sainte-Catherine, dit une maxime à l'époque. En 1915, une loi vient au secours du mariage en instituant l'union par procuration qui autorise le mobilisé au front à convoler sans quitter son poste. Cette situation provoquera dans les mariages groupés des confusions cocasses où certains seront à l'état civil mariés avec la fiancée du voisin. Cette loi permet surtout
la légitimation des enfants et donne à l'épouse le statut de femme de mobilisée avec ses avantages pécuniaires et sociaux. Malheureusement, le statut d'épouse de soldat est trop souvent un bref état transitoire avant celui de veuve de guerre. Les infirmières. Plus de 3 millions de soldats seront blessés au cours de la guerre et la moitié le sera par 2 fois. Ce triste bilan ne prend pas en compte les maladies que contracteront les poilus au front, à l'hôpital ou à l'arrière. Le service de santé des armées fut surpris par la déclaration de guerre. Fort heureusement, la Croix-Rouge, organisation bien organisée et bien rodée, put immédiatement mobiliser 23 000 infirmières bénévoles diplômées pour suppléer les infirmiers militaires, jusqu'alors exclusivement des hommes. Les infirmières gagneront le surnom d'anges blancs. L'Union des femmes de France résume leur mission par cette devise : les hommes au front, les femmes aux ambulances. Acceptées dès 1915 dans les zones de combat, beaucoup de ces femmes se portent volontaires, où le service de santé a installé des salles de chirurgie ambulantes. Exposées au feu de l'ennemi, ces antennes seront souvent bombardées et 10% des infirmières présentes sur le front y trouveront la mort. De son côté, Marie Curie parvient à convaincre les autorités de la nécessité de la radiologie dans la chirurgie de guerre. Ces voitures radiologiques deviendront célèbres sous le nom de Petite Curie. En 1918, ce seront plus d'1 million de clichés qui auront été réalisés, permettant ainsi de sauver des milliers de vies. Les poilus aiment leurs anges blancs, ces infirmières aux mains douces qui pansent les plaies, les consolent en leur offrant l'image rassurante de la féminité dans un monde où tous les repères s'écroulent. Mais malgré son courage et sa disponibilité, l'infirmière sera toujours victime de sexisme. Ce rôle psychologiquement maternel la cantonne dans des fonctions subalternes, aux médecins la blessure, aux infirmières les blessés. Seule exception, le docteur Nicole Mangin sera la seule femme médecin militaire française pendant toute la durée du conflit. Les marraines de guerre, c'est l'une des plus idées généreuses de ce conflit. Leur rôle est d'adopter un poilu qui n'a pas de famille ou dont les parents sont en zone occupée. Les marraines sont devenues les nouvelles figures de l'âme populaire. Du simple soldat à l'officier, chaque combattant a sa marraine. Elle se recrute dans toutes les classes sociales. Cette institution opère le rapprochement des classes en renversant toutes les considérations sociales. C'est néanmoins une loterie où la femme issue de la haute bourgeoisie sera, sans le savoir, marraine d'un tirailleur venu des colonies ou d'un paysan analphabète, ce qui créera parfois des situations cocasses lors de la première rencontre. Cette première rencontre, les poilus la redoutent. Le lien épistolaire transcende l'imaginaire qui n'est pas toujours au rendez-vous. C'est aussi la peur pour le soldat, mal fagoté, de se retrouver dans un milieu social différent, voire supérieur au sien. Les munitionnettes. En quelques semaines, pour pallier au départ des hommes, l'usine deviendra leur nouveau domaine. Plus de 400 000 y seront embauchés. Si les femmes qui travaillent dans les usines s'arrêtaient 20 minutes, les Alliés perdraient la guerre, aurait dit le maréchal Joffre. Elles ne s'arrêteront pas. Ce sont de véritables poilus de l'arrière. La journée très éprouvante dure plus de 12 heures, mais la paie n'est pas mauvaise, bien qu'inférieure de moitié à celle des hommes. Les femmes représentent entre 30 et 70% de la main-d'œuvre des usines. Elles sont très largement majoritaires dans la fabrication des obus, cartouches explosifs, d'où ce surnom de munitionnettes. À titre d'exemple, il faut savoir que chaque obus de 75 pèse 7 kilos. 2500 obus passent quotidiennement dans les mains d'une ouvrière qui doit le soulever 2 fois, ce qui fait qu'en fin de journée, elle a soulevé 35 000 kilos, soit 35 tonnes d'obus.
Les usines, au départ, ne sont pas adaptées au gabarit des femmes. Les machines importées ensuite des USA et d'Angleterre, fabriquées pour répondre à la doctrine du taylorisme, permettront par la suite une meilleure rentabilité. Une rémunération meilleure est l'une des motivations qui poussent les femmes à quitter des emplois moins fatigants pour l'usine. Une munitionnette gagne en effet le double d'une commis pharmacienne ou d'une vendeuse en magasin, et ce grâce aux primes de rendement dont les cadences infernales sont à l'origine d'accidents de travail particulièrement graves. L'hygiène et la propreté des usines laissent très souvent à désirer. La sécurité des ouvrières est réduite à sa plus simple expression. Les cheveux pris dans un engrenage, les mains broyées sous une presse sont fréquents et les explosions dans les usines d'armement font environ chaque année 2000 accidentés du travail, des femmes pour la plupart. Les conditions de travail sont telles que les femmes restent moins d'un an en usine, le dur labeur provoquant un vieillissement prématuré et la fatigue engendrant des maladies infectieuses dont elles sont les premières victimes. Sachez, mesdames et messieurs, que des ouvriers préféreront retourner au front plutôt que de rester travailler en usine. Le trait d'union, le courrier et les permissions. La guerre opère une radicale séparation des sexes. Aussi, dès juillet 1915 est institué un tour de permission tous les 4 mois. La permission dure en moyenne 10 jours. Les soldats qui viennent en permission font d'étranges découvertes. Leurs femmes qu'ils avaient laissées à la maison, à la ferme, soumises et respectueuses d'us et coutumes ancestraux, sont maintenant au travail à l'extérieur. Conduisent des tramways, sont vendeuses, livreuses, manutentionnaires, factrices, garçons de café. Les mentalités vont changer et plus rien ne sera jamais plus comme avant. Beaucoup de soldats tentent alors de réaffirmer leur supériorité masculine, héritée de tant de siècles de domination. La guerre brise les unions fragiles, mais fortifie les autres qui sont la très grande majorité. Le courrier est le trait d'union entre les femmes et les hommes. Les Français n'ont jamais autant écrit qu'au cours de cette grande guerre. Le vaguemestre est l'ami du soldat. Il apporte lettres et colis. La plupart du temps, les lettres se veulent aimantes et rassurantes. Plus rarement, c'est la déception, car elles apportent la rupture ou la dénonciation anonyme, voire calomnieuse, annonçant au soldat son infortune. Parfois, avec le délai d'acheminement du courrier, on assiste à une chronologie sordide des événements où l'épouse reçoit l'avis de décès de son compagnon avant sa dernière lettre. Les soldats, dans leurs lettres et sans doute par pudeur, ne révèlent rien de l'horreur qu'ils vivent au quotidien. Aussi, grâce à Anastasie, nom donné à la censure qui manie ses ciseaux avec dextérité, et malgré les millions de lettres échangées au cours du conflit et les permissions où les poilus ne s'épanchent guère, il faudra attendre 1917 pour que l'arrière soit vraiment au courant de la réalité du front. Comment ? Oui, non, j'ai calculé. Hein. Alors, veuve de guerre. Il faut que j'aille vite, alors. La guerre fraîche et joyeuse, comme disait le Kaiser, ne sera bientôt plus qu'une horrible boucherie. L'égalité au feu n'existant pas, les Françaises n'ont pas toutes les mêmes chances égales de voir revenir vivants leur époux, fils, père ou mère. Les paysans, qui forment la majeure partie de l'infanterie et des régiments de ligne, payent plus que toute autre classe le tribut, lourd tribut. Les professions libérales, les étudiants et les enseignants sont aussi très impactés, car formant le corps des officiers et des cadres, ils représentent proportionnellement une très grande partie des pertes. La classe ouvrière, par le rapatriement des ouvriers qualifiés à l'arrière pour travailler dans les usines, les mineurs pour extraire le charbon ou les cheminots pour conduire les trains, sera la classe sociale la moins touchée. L'immense majorité des femmes est effondrée en recevant l'acte de décès apporté par télégramme en ville et par le maire à la campagne.
Mais mort, le poilu existe néanmoins physiquement. Son corps est rapatrié, il est enterré avec les honneurs. Le travail de deuil, pour reprendre une expression souvent consacrée aujourd'hui, peut alors commencer. Mais le pire est lorsque l'être aimé est porté disparu, et de ne jamais connaître l'endroit où il repose, avec les problématiques administratives qu'il faut gérer relatives au statut de veuve de guerre et de l'héritage, etc. Le veuvage, c'est l'entrée dans un monde inconnu auquel les femmes ne sont pas préparées. Le savoir blessé ou prisonnier est une relative bonne nouvelle. Prisonnier, c'est presque idéal, car l'être aimé est certes privé de liberté, mais à l'abri des combats, et peut recevoir éventuellement des lettres et des colis. Ce n'est qu'une question de temps, donc. Néanmoins, environ 20 000 soldats prisonniers mourront sur les 500 000 qui ont été en captivité. Blessés, si ce n'est pas grave, c'est la certitude de retourner au front. Aussi, ce que les poilus et leurs familles arrivent à souhaiter, c'est la bonne blessure qui entraîne la réforme définitive et la fin du cauchemar. Ce qui est dramatique intellectuellement, au fur et à mesure qu'on avance dans le conflit, c'est de s'habituer à la mort et qu'elle en devienne presque banale. Maurice Barrès demandera le droit de vote pour les veuves de guerre, afin qu'elles apportent le voix du défunt dans l'urne de la démocratie. Mais aussi généreuse qu'elle paraisse, cette proposition ne ferait toujours de la femme qu'une votante par procuration. Dans une France misogyne, on assiste au curieux paradoxe où des femmes dirigent des industries, des commerces, et qui sont incapables, en droit, d'accomplir le moindre acte de la vie sociale. Si aucune loi ne permettra jamais de légaliser l'union libre d'une femme avec son compagnon mort au champ d'honneur, une autre est votée pour légitimer les enfants. Sur 630 000 veuves de guerre, 230 000 se remarieront. J'ai presque terminé. Le féminisme. La solidarité des femmes pouvait-elle être un rempart contre la guerre? Rien n'est moins évident, le patriotisme prenant le pas dans tous les pays belligérants. Marguerite Durand, la directrice du journal La Fronde, demande au gouvernement les moyens pour les femmes d'accomplir leurs devoirs civiques et sociaux. Il y aura bien au cours de la guerre, dans les pays d'Europe, des tentatives faites par des féministes pour arrêter les hostilités, en vain. La mode et l'élégance. Avant de clôturer mon intervention, je souhaite apporter très rapidement l'évolution des femmes pendant la Grande Guerre par ce prisme. La France a toujours été le pays de la mode et de l'élégance, et pendant la guerre, ceci ne perd pas ses droits. La guerre libère indiscutablement les femmes du corset métallique qui les enserrait. Mais pouvait-il en être autrement? Cet instrument de torture qui était inadapté au travail en force en usine. Il comprimait la respiration, empêchait l'aisance nécessaire aux lourdes tâches qui leur étaient demandées. Madeleine Violet fait défiler ses mannequins sans corset, et Paul Poiret, le grand couturier, précurseur de Coco Chanel, crée les robes à taille haute. La mode est au trotteur et les canotiers remplacent les chapeaux à fleurs, car pour une femme, à cette époque, sortir en cheveux, c'était synonyme d'être une femme de mauvaise vie. Enfin, le travail en usine oblige les femmes à se couper les cheveux pour d'évidentes raisons de sécurité, mais nous n'en sommes pas encore à la coupe garçonne d'après le conflit. La guerre accélère indiscutablement la mutation du corps féminin. Alors le bilan maintenant. À la fin des hostilités, les autorités souhaitent vite refermer la parenthèse de la femme pendant le conflit et la démobilisation des hommes pourrait se traduire par les femmes à la maison. La guerre a tué près d'1 400 000 Français, jeunes pour la plupart, et avec 3 millions de blessés, c'est une force vive qui est indisponible pour faire des enfants. Ainsi, les femmes sont-elles vivement encouragées à une nouvelle mobilisation, la maternité. Sur le plan politique, un texte de loi voté en 1919 par les députés, donnant le droit de vote aux Françaises, rencontrera l'opposition farouche du Sénat, qui l'enverra aux oubliettes. Les Allemandes, elles, obtiennent ce droit le 12 novembre 18, au lendemain de l'armistice, et les Européennes, pour la plupart, dans les 2 années qui suivent le conflit. Il faudra attendre l'ordonnance du 21 avril 1944 pour que le général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire de la République, donne le droit de vote aux Françaises. Les femmes de France sont les grandes oubliées de ce conflit. La canonisation de Jeanne d'Arc en 1920 sera le seul symbole fort de la reconnaissance faite aux femmes par les autorités civiles et religieuses.
Alors, en cette période de centenaire, il serait légitime qu'hommage leur soit enfin rendu et que figure sur les monuments aux morts cette inscription « Gloire aux femmes de France, la patrie reconnaissante ». Les Français ont la mémoire courte, mais est-ce une raison suffisante pour oublier le sacrifice, le courage et l'abnégation de nos aïeuls sans lesquels la victoire n'aurait été possible? Je vous remercie. Juste 10 secondes pour vous dire qu'après avoir rendu hommage aux femmes de France, je souhaite exprimer mes hommages à ma mère et à ma belle-mère. Mon affection à mon épouse, Françoise, et qui, après 2 garçons, a donné naissance à une fille, qui a ainsi complété la famille. Ces remerciements, je les adresse effectivement à ma fille, parce que c'est ma fille qui a fait, non, c'est trop tard, qui a fait le PowerPoint qui a illustré mon intervention, ce dont j'aurais été bien incapable. En clair, elle a fait tout le travail et j'ai fait le reste. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et maintenant, je demande au colonel Gay de poursuivre sur un sujet important, information et propagande, pour simplifier. Ah, j'ai 10 minutes. Bien, mon général, mesdames et messieurs, je vais donc maintenant aborder la question de la mobilisation à travers le rôle qu'a joué la propagande dans les opérations. Alors, la propagande a joué un rôle de mobilisation incontestable au profit des opérations militaires, qu'il s'agisse de la propagande du grand quartier général ou de la propagande de la zone de l'intérieur, de la propagande gouvernementale. Propagande d'ailleurs formelle et informelle, que ce soit dans la zone des armées ou dans la zone de l'intérieur. On avait des organismes qui étaient spécialisés dans la propagande, mais la propagande était également l'affaire de tous. Tous les chefs militaires, quel que soit leur niveau, faisaient de la propagande. Alors, cette propagande a joué un rôle de mobilisation incontestable. Cependant, cette propagande s'est révélée, a souffert d'une relative impuissance, dans une guerre où le facteur matériel prenait une place sans précédent. Donc, en 14, clairement, des troupes animées par la plus grande confiance en leur cause, en leur commandement, eh bien, ne pouvaient résister aux balles des mitrailleuses ennemies. Donc, le succès des opérations, bien sûr, est lié à la propagande, mais il a d'abord été lié à la manière dont elles étaient conçues et aux représentations de la guerre qui inspiraient les opérations. Alors, la représentation de la guerre qui a prévalu jusqu'au printemps 1917 était la suivante. Jusqu'au printemps 1917, on imaginait que la guerre serait courte. Et les offensives que l'on montait avaient beau échouer, on était persuadé que la prochaine offensive serait la bonne et amènerait la décision. Donc, guerre courte, remportée grâce à une offensive, grâce à une bataille décisive. Et dans un tel cadre, eh bien, le rôle de la propagande n'était pas facile, car les promesses de victoire qu'il fallait bien faire aux troupes pour les motiver, eh bien, n'étaient pas tenues et amenaient de grandes déceptions. Il en a été ainsi jusqu'à l'offensive du Chemin des Dames. Ensuite, les représentations de la guerre ont changé après cet échec du Chemin des Dames, avec l'arrivée notamment du général Pétain à la tête des armées françaises. Et là, à partir de ce moment-là, eh bien, la représentation que l'on se fait de la guerre, c'est que la guerre sera longue et qu'elle sera remportée au moyen d'offensives limitées qui permettront d'user l'ennemi et de lancer finalement une grande offensive décisive. Mais donc, offensive limitée,
grande offensive, donc guerre longue. Et là, dans un tel contexte, eh bien, le rôle de la propagande a été plus efficace, car les promesses de succès portées sur le long terme, donc n'engageaient pas trop le haut commandement, et les résultats modestes mais tangibles qui étaient obtenus suscitaient l'adhésion. Voilà. Alors, le rôle de la propagande ne semble pas s'être en réalité limité à la seule mobilisation. On se rend compte en fait que dans la conception même des opérations, des considérations de propagande sont intervenues. On se rend compte qu'en fait, les chefs, en concevant les opérations, eh bien, se sont préoccupés d'aller dans le sens des représentations de l'époque pour mieux mobiliser les troupes. Ainsi, l'offensive française qui a été déclenchée au début de la guerre, conformément au plan 17, cette offensive formidable de l'ensemble des armées françaises, avec effort dans les Ardennes, eh bien, était destinée à mobiliser les troupes. Le simple fait, pensait-on, de se lancer dans une grande offensive mobiliserait les troupes et permettrait de mieux gagner cette offensive. Et puis, l'on pensait également que cette offensive eh bien, aurait également une influence importante à l'étranger, notamment, par exemple, sur les Russes et sur la mobilisation de la Russie dont on comptait. Donc, la conception même des opérations semble influencée par des motifs de propagande. Et d'ailleurs, on s'en rend compte avec le plan 17. On pourrait croire que ce plan obéissait donc à une logique opérationnelle, mais en fait, on avait un doute quant à un grand mouvement tournant opéré par les armées allemandes en Belgique, mais ce doute, on l'a écarté. Comme l'a dit un général qui a travaillé au grand quartier général, escompter de façon absolue dans notre plan l'hypothèse du débordement maximum, c'était ruiner l'exécution du plan offensif prévu, voulu, nécessaire. Les faits semblent aller contre le plan, tant pis, on les écarte. Il faut absolument que le plan soit joué. Il y a bien donc des préoccupations de propagande dans le plan 17. Et ceci m'amène à vous proposer de traiter la question du rôle de la propagande dans les opérations en 14-18 à travers la problématique suivante. Donc la propagande a-t-elle joué un simple rôle de mobilisation au profit des opérations, ou n'a-t-elle pas plutôt joué un rôle de premier plan par son intervention dans la conception même des opérations et dans l'évolution des représentations? Et pour répondre, je vous propose d'aborder dans un premier temps la période de la guerre courte, la période pendant laquelle on imaginait que la guerre serait courte, qui nous mène jusqu'en mai 1917, puis la période de la guerre longue, qui est finalement plus courte, puisqu'elle va de mai 1917 à l'armistice du 11 novembre. Alors on se rend compte que pendant la période de la guerre courte, en fait, le rôle de la propagande est très contrasté. La propagande joue un rôle mobilisateur incontestable, mais au prix d'effets pervers dans des opérations. Et la propagande contribue, en fait, à la persistance dans l'idée que c'est l'offensive décisive qui permettra de gagner la guerre. Et puis cette propagande, finalement, ces préoccupations de propagande finissent par mener à la crise du printemps 1917. Alors la propagande contribue à la mobilisation au prix d'effets pervers. Le discours qui est tenu aux troupes, leur annonçant que la prochaine offensive serait victorieuse, les actions concrètes qui sont menées, les préparatifs, les troupes voient, par exemple, l'accumulation des moyens d'artillerie, des munitions, etc. Tout cela enthousiasme les troupes, enthousiasme l'intérieur, mais après, comme en Artois, par exemple, en mai 1915, en mai 1915, Foch annonce à ses corps d'armée que les troupes ne marcheront que sur des ruines après la préparation d'artillerie qui aura lieu. L'importance même donc des préparatifs galvanise les troupes, mais après la déception est terrible. Et chaque fois c'est la même chose.
chaque fois, aux grands espoirs qu'a suscité le discours de la propagande et les préparatifs, succèdent de grandes déceptions. Et ceci vient, en fait, donc ces échecs viennent de l'effet perturbateur des impératifs de propagande dans les opérations. Ces opérations, jusqu'en mai 1917, en fait, sont montées de manière précipitée et improvisée. C'est ainsi que, dans la perspective de la relance de l'offensive, eh bien, les armées françaises se sont arrêtées sur ce qu'on appelle les positions de fin de combat, des positions qui sont moulées sur le dispositif ennemi, mais qui sont souvent mal placées car elles se trouvent dans des zones basses qui sont vues des observatoires ennemis. Peu importe, on garde ces positions tassées sur le dispositif allemand pour pouvoir mieux attaquer. Résultat des conditions de vie désastreuses pour les soldats et leur usure morale et physique. Ensuite, les moyens pour lancer ces grandes offensives sont insuffisants eu égard aux objectifs visés. Jusqu'à la fin 1915, on n'a pratiquement pas d'artillerie lourde sérieuse, on a surtout une artillerie à tir tendu qui ne permet pas d'atteindre les ennemis qui se trouvent sur les contrepentes. Donc, pour cette simple raison, des offensives dans la profondeur de grande portée sont impossibles. Par ailleurs, la préparation insuffisante et également l'entraînement qui est complètement déficient, car dans la logique de la guerre courte, on a fermé toutes les écoles de formation, tous les centres, et rien ne les remplace. Précipitation et improvisation également en matière d'organisation de la propagande. Il y a un manque de coordination flagrant entre la zone des armées et la zone de l'intérieur. En fait, les informations qui sont fournies par la section information du grand quartier général et qui sont destinées à la zone de l'intérieur, présentent les événements d'une manière souvent caricaturale. Cette section information, à laquelle des missions de presse sont rattachées, présente les soldats français comme de joyeux lurons qui n'ont pas peur de monter à l'assaut. Les Allemands sont souvent présentés comme des abrutis, des boches, et tout ceci donc est transmis au service de la zone de l'intérieur sans contrôle, en fait, sans véritable contrôle du commandement. Et donc, ce discours est destiné en fait à l'opinion de la zone de l'intérieur. Le problème, c'est que la presse revient dans la zone des armées. Un certain nombre de soldats reçoivent des journaux, et puis quand en 1915, les permissions commencent, il y a des contacts de plus en plus fréquents entre la zone de l'intérieur et la zone de l'armée. Et donc, quand les soldats, qui sont déjà souvent démoralisés par des mauvaises conditions, par les échecs successifs, par les mauvaises conditions de vie sur le front, quand les soldats voient ces articles avec l'obligatoire et mensonger couplé sur la malgaieté des combattants, et les soldats en conçoivent une rage justifiée. Et l'un d'entre eux écrit « Un fossé se creuse de jour en jour, plus grave et plus profond entre l'arrière et nous ». Et là, les signes annonciateurs d'une grave crise du moral commencent à se produire, avec les premiers refus collectifs d'obéissance en juin 1916 à Verdun. Alors le problème, c'est que le système a beaucoup de mal à évoluer, car le haut commandement, du fait de cette pression optimiste, il faut se montrer optimiste pour des raisons de propagande, le haut commandement refuse de voir les problèmes, donc les subordonnés qui rendent compte, eh bien, s'exposent à des réprimandes, donc l'information se tarit ou l'information qui remonte et présente les événements d'une manière très, très optimiste. Perte donc de contact du commandement avec la réalité. C'est par exemple le cas pour les pertes à Verdun. La propagande du grand quartier général annonce 530 000 Allemands hors de combat au 31 juillet, 2 fois plus que la réalité. Mais le haut commandement, le grand quartier général, finit par prendre ses propres chiffres pour argent comptant. Et donc monte des attaques en pensant que les Allemands sont épuisés, ce qui n'est pas le cas. Alors le problème, c'est que tous ces problèmes remontent aux parlementaires par le biais des soldats. Il y a d'ailleurs des soldats députés. Et le haut commandement, en fait, se trouve dans une situation difficile. Mais il parvient, grâce à sa propagande, à se maintenir et à maintenir son idée d'une offensive
est décisive grâce au prestige que lui vaut la propagande et qu'il déverse sur la zone de l'intérieur et aussi à l'étranger par le biais de missions de presse étrangères. En fait, les exagérations du haut commandement sont prises pour argent comptant à l'étranger, en Angleterre, aux États-Unis, et Anglais, Américains sont admiratifs des performances de l'armée française, et ce qui accroît l'autorité de Joffre sur les Anglais, notamment. Donc le pouvoir politique hésite. Et puis, fin 1916, le pouvoir politique se décide à écarter Joffre du haut commandement, mais au lieu de remplacer Joffre par un chef réaliste, le pouvoir politique se laisse séduire par de nouvelles théories offensives à outrance. C'est la verdunite, en fait. Ce sont les théories, en fait, développées par Nivelle, par Mangin, qui promettent que la prochaine offensive sera décisive et qui ont fait un battage médiatique important autour de leur dernier succès à Verdun. Succès qui ont été très exagérés. Donc, au lieu de changer de système de représentation, on va à fond dans l'offensive à outrance, dans l'offensive décisive. Voilà, et c'est donc le résultat de l'habile propagande menée par Mangin et par Nivelle. Et tout ceci va amener à la crise du printemps 1917. Alors les troupes sont galvanisées par Nivelle, dont le plan est mirobolant. Nous percerons quand nous voudrons. Cela fait, on pourra aller où l'on voudra, à la côte belge, comme à la capitale ou vers le Rhin. Il y aura une splendide moisson de gloire pour les armées alliées. Le problème, c'est que la préparation ne suit pas. La zone des arrières, par exemple, n'est pas équipée en voies ferrées, en gares régulatrices, en quais d'embarquement, de débarquement. La concentration des troupes prend des délais considérables. Pendant ce temps-là, les Allemands se rendent compte du plan français et préparent des contre-mesures. Et c'est un terrible échec. Et donc la déception n'en est que plus grande. Elle est en plus amplifiée par une mauvaise communication, car le gouvernement, agacé par la propagande du grand quartier général, a supprimé en fait la section d'information du grand quartier général. Donc il n'y a aucune communication entre le grand quartier général et la zone de l'intérieur. Donc les exploits des soldats, car il y en a quand même eu, sont passés sous silence. Et du coup, la déception mène à la révolte avec les mutineries, qui correspondent d'ailleurs à une augmentation, à un développement des grèves à l'intérieur de la France. Donc dès le 18 avril, 2 jours après l'échec de l'offensive, la prévôté militaire est insultée, injuriée, et ce sont des cas très fréquents dans la zone arrière des armées. Le 19 avril, le télégraphiste Durand est consterné par la scène à laquelle il assiste. 150 à 200 fantassins appartenant à des régiments qui avaient fait l'offensive malheureuse s'attaquent à l'état-major de la 10e armée, lancent des briques et des pierres dans les volets, à mort les traites, à mort les généraux incapables, à bas la guerre, vive la paix. Voilà, ce pauvre Durand est consterné. Mais donc cela montre que les mutineries éclatent très tôt. Le pic des mutineries se situe entre le 20 mai et le 10 juin, mais dès la seconde moitié du mois d'avril, ça commence. Et du coup, cette fois-ci, on place à la tête des armées françaises un chef et qui a des idées très différentes de celles de ses prédécesseurs, c'est Pétain. Pétain qui est mis en place par le ministre de la Guerre, pain levé. Pétain, donc, pour Pétain, eh bien, les grandes offensives sont complètement illusoires. On ne peut, dans l'état actuel des armements, mener que des offensives limitées, des offensives qui permettront d'user l'ennemi. Ce n'est qu'après cette usure de l'ennemi que l'on pourra lancer une grande offensive, donc à longue échéance. Et du coup, Pétain promet la victoire, mais à long terme. Et ceci va permettre en matière de propagande eh bien, d'être beaucoup plus raisonnable, d'éviter les effets d'annonce. Donc ça va être la fin des effets pervers. Et alors Pétain va se heurter à de grandes difficultés parce que les partisans de l'offensive à outrance sont encore nombreux, mais la propagande du GQG s'appuyant sur une nouvelle conception réaliste des opérations va lui permettre de faire face et d'éviter
la crise au moment des grandes offensives allemandes du printemps 18. Alors, fin des effets pervers grâce à un discours documentaire. On cesse de promettre la victoire, on cesse de présenter des combattants français ou allemands une vision caricaturale, et les soldats sont assez grands pour juger par eux-mêmes, on leur présente des faits. Voilà. Et ce discours est pris au sérieux car il s'appuie sur des réalisations concrètes. On a le temps de s'organiser. Pétain décide de passer sur la défensive tant que l'armée française ne sera pas remise en condition. Par ailleurs, il sait que les Allemands vont bientôt, grâce à la révolution russe, pouvoir ramener une quarantaine de divisions sur le front de l'Ouest et passer à l'offensive. Pétain préfère attendre le choc et contre-attaquer ensuite. Il articule donc les défenses dans la profondeur. L'ensemble du front est organisé dans la profondeur, ce qui permet de dégager des réserves. Alors, l'organisation du front dans la profondeur permettra d'absorber le choc de l'offensive ennemie. Et par ailleurs, les réserves dégagées par cette articulation dans la profondeur, conjuguées avec l'équipement en rocade ferroviaire et routière du front, permettra de déplacer rapidement des réserves pour faire face à la menace là où elle se présentera. Et au moment de l'offensive, ces réserves qu'on peut faire rapidement basculer d'un point à l'autre du front permettront de lancer une offensive à un endroit, puis à un autre, etc., et d'épuiser l'ennemi. Et les soldats assistent à ces préparatifs, et ces préparatifs sérieux leur donnent confiance. Voilà ce que raconte l'un d'eux. Ça, c'est le général Élie Doissel qui raconte ça, qui commandait le 8e corps d'armée. Les hommes avaient tant confiance dans les positions qu'ils venaient d'organiser qu'ils étaient sûrs du succès et qu'ils désiraient cette attaque de tout leur cœur. Voilà. Alors, à côté de la préparation des opérations futures, on mène des opérations de propagande. Là, ce sont de pures opérations de propagande qui n'engagent pas l'ensemble des opérations. Donc on assiste à la fin du mélange des genres de la période précédente où les opérations, où la logique opérationnelle et la logique de propagande étaient réunies. Là, on dissocie propagande et opération avec, par exemple, l'exemple, pour reprendre l'expression de Gambier et Suire, l'exemple de la bataille, de l'anti-bataille de la Malmaison, qui se déroule dans un espace beaucoup plus réduit que la grande offensive, c'est le petit carré rouge, de l'offensive du chemin des Dames. Au lieu d'avoir 68 divisions, on n'en a qu'une douzaine, mais on a presque autant de canons que pour l'offensive Nivelle. Et donc le succès est assuré. Mais ce succès, eh bien, redonne confiance aux troupes. Le haut commandement, en fait, étant pris sur la réalité et réussit à s'adapter à la réalité, contrairement à l'équipe précédente, car la fin de la pression optimiste, eh bien, fait que les subordonnés rendent compte. Et puis on met en plus tout un système destiné à renseigner le grand quartier général sur les problèmes tactiques, mais également sur le moral et la confiance. Voilà. Le rapport sur le moral date de septembre 1918. Et des analyses très fines sont effectuées qui permettent au grand quartier général eh bien, de mener les opérations en tenant compte du facteur moral. Voilà. Alors cet effort considérable qui est fait contribue à résoudre les problèmes posés par les partisans de l'offensive décisive. Il y a une très grande hostilité qui persiste vis-à-vis de la nouvelle conception des opérations. Mais finalement, Pétain est soutenu par l'armée. Et le pouvoir exécutif va finalement, s'en rend compte et va dans le sens de Pétain. Sa démission, qui est demandée par certains grands chefs et qu'il propose lui-même, est refusée. L'action de Pétain est tout de même entravée par Clémenceau, par Foch, qui impose par exemple, que la défensive ne soit pas opérée de manière élastique dans la profondeur, mais de manière rigide. Mais et finalement, la confiance des armées est telle que malgré les problèmes posés par cette défensive rigide imposée par Pétain, sur le chemin des Dames, par exemple, Pétain voudrait que la position défensive corresponde à la deuxième position, mais en fait, le général Duchesne, qui commande l'armée du chemin des Dames,
eh bien, veut tenir ferme sur la première position. Il est soutenu par Foch, plus ou moins par Clémenceau, et donc les Allemands percent. C'est une véritable catastrophe. Mais le moral tient. Les actions de propagande qui ont été menées ont donné confiance aux troupes qui tiennent. Et si bien que la situation est rétablie en début juin et qu'en juillet, les Allemands seront définitivement arrêtés et que les armées françaises passeront avec succès à la contre-offensive. Alors ces défaillances de l'intérieur, à l'intérieur en 18, de graves défaillances surviennent, agitation parlementaire, grave à caractère révolutionnaire, elles sont résolues parce qu'aux armées, cela se passe bien. En conclusion, la propagande a joué un rôle considérable pendant la Grande Guerre, car cette propagande était étroitement liée aux représentations et elle pouvait donc les empêcher d'évoluer ou au contraire en faciliter l'évolution. Alors dans un premier temps, la propagande a gêné l'évolution des représentations, mais à partir de mai 17, c'est l'inverse qui s'est produit et donc là, elle a été bénéfique. Mais il a fallu 3 années pour sortir de l'impasse. Merci de votre attention. Merci, mon colonel. Eh bien, je crois que la dernière intervention sur la table ronde est maintenant à charge de Mario. Mario Force, si tu veux achever la quatrième table ronde. Mais pour moi, c'était... Maintien de l'ordre. Voilà, le front intérieur. Tu me mets en F5. Merci. C'est la première, si tu veux la seconde. Non, non, mais c'est bon. Alors, je ne me souviens plus, mais il y a des gens qui ont une bien plus grande culture militaire que moi, qui a dit que c'était les derniers bataillons qui emportaient la victoire. Si je suis le dernier interlocuteur dans ce colloque, ou locuteur dans ce colloque, c'est moi qui dois emporter la conviction pourquoi on a gagné la guerre de 14-18. Lourde tâche. Mais tu n'es pas le seul à parler. Bon, ouf, merci. Le dernier à parler. Alors, voilà. Nous allons aborder le problème du front intérieur. Dans une guerre qui dure, dans une guerre qui est totale, qui engage toute l'économie, toute la nation, toutes les classes sociales, dans une guerre qui commence avec l'unité nationale exprimée politiquement à travers l'union sacrée, comment tient-on ? Vous vous souvenez sans doute tous d'avoir vu à un moment donné cette gravure satirique d'un journal de la guerre de 14-18 où l'on voit 2 poilus assis dans une tranchée en train de regarder un journal et qui se disent pourvu qu'ils tiennent. Et on sent bien que ils, ce sont les gens de l'intérieur, c'est pas leurs camarades de tranchée. En fait, si on se centre sur l'année 1918, qui est l'année de tous les dangers, je dis bien de tous les dangers parce qu'en 1918, jusqu'en 1917, les choses sont à peu près équilibrées. En 1918, les Alliés ont failli perdre la guerre. Et si on ne les a pas perdus, ça a été de justesse, vraiment de justesse. Et un mélange à la fois d'erreur du côté allemand, d'héroïsme et de décision du côté allié, mais le premier semestre de l'année 2018 est une année cauchemardesque pour les Alliés. Comme l'a expliqué un de mes prédécesseurs, les Allemands acquièrent la supériorité numérique que leur donne le retour des troupes sur le front russe vers l'ouest. Alors, il ne faut pas non plus en exagérer l'importance, parce que les troupes qui étaient face aux Russes ne menaient pas le même type de combat et de guerre que les troupes qui étaient face à l'ouest. Et par ailleurs, il a fallu les réorganiser, les remotiver, parce que quand vous rentrez d'un front, vous espérez rentrer chez vous et pas repartir sur l'autre front de l'autre côté. Maintenant, mettons-nous dans la peau du président du Conseil, Georges Clémenceau, en ce début de 1918. Il a été appelé à la tête du gouvernement par le président Poincaré, qui est son ennemi personnel. Les 2 hommes se détestent cordialement.
mais s'estime aussi, d'une certaine manière, en tout cas, ne cache pas la qualité politique que peut avoir l'autre. Le président Poincaré se trouve face à une situation, en fin de 1917, qui correspond à la vie normale d'une démocratie. Je rappelle que 5 gouvernements se sont succédés à la tête de la France depuis la déclaration de guerre. On peut taxer ça d'instabilité gouvernementale, on connaîtra pire ensuite, mais ça signifie aussi qu'il y a un jeu politique normal, qu'il y a une respiration de la vie politique française qui se traduit par des équipes gouvernementales différentes. Ces équipes gouvernementales vivant avec des illusions, comme le disait mon prédécesseur, la guerre sera courte, l'offensive va être brillante, on va réussir, d'autres se trouvant face à des problèmes de démoralisation de l'armée et de choix des dirigeants de l'armée. Si Georges Clemenceau est choisi, c'est parce que c'est un personnage impossible. Il est plutôt jeune, il est particulièrement énergique, il ne cache pas ses critiques vis-à-vis aussi bien du commandement que du personnel politique, et Raymond Poincaré le choisira parce que c'est un patriote. C'est-à-dire que dans le paysage politique de la fin de 1917, qui va peser lourd en 1918, il y a un certain nombre de gens, y compris ceux qui ont été présidents du Conseil avant lui, qui sont partisans d'une paix négociée, paix blanche, d'une manière ou d'une autre. Alors évidemment, il y a toujours le problème éternel de que faire de l'Alsace-Moselle, mais l'idée suivant laquelle on pourrait terminer la guerre sans avoir une victoire a fait des progrès dans une partie de l'opinion publique et notamment parmi les parlementaires. Et Georges Clemenceau se met vent debout contre cette attitude en disant « il n'y a qu'une paix possible, c'est la paix dans la victoire ». Et c'est la paix dans la victoire qui nous donnera les conditions convenables pour que la paix soit stable ensuite. Et ce discours a impressionné suffisamment Raymond Poincaré pour qu'il l'appelle à la tête du gouvernement, alors qu'encore une fois, il ne l'aime pas, et qu'il lui confie la mission « faites la guerre et faites la victoire ». Quel paysage a le président du Conseil devant lui en 1918 ? Il a un paysage, je mets à part les questions militaires qui ont été traitées par d'autres, il a un paysage qui est agité par 4 facteurs de trouble. Le premier, c'est la lassitude de la guerre après les échecs de 1917. Mon prédécesseur en a parlé. Une bonne partie de l'armée n'y croit plus. En 1917, Pétain établit un système de roulement de permission qui va permettre aux soldats de rentrer chez eux pendant un certain nombre de jours, puis de reprendre leur position de combat. Ils vont parler, ils vont dire la réalité des choses. Ils vont dire que la guerre n'est pas fraîche et joyeuse. Ils vont s'apercevoir de la détresse aussi de la population à l'intérieur, des ravitaillements qui sont défaillants. Et donc, cette lassitude va s'exprimer par une baisse générale de la combativité du pays, je ne dis pas des armées, mais du pays, qui a envie qu'on en finisse. Et entre envie d'en finir et d'en finir à tout prix, il y a mince ligne que Clemenceau se refusera toujours à franchir. Le deuxième point, très classique dans les troubles sociaux qui posent problème au président du Conseil, c'est la hausse des prix. Alors, la hausse des prix se traduit en fait par, non pas par des prix qui augmentent sur l'étiquette, mais par un ravitaillement qui est rationné. Ce rationnement, bien que la France soit en bien meilleure situation que les empires centraux, d'abord parce que sa structure de production agricole est une bonne structure de production agricole, ensuite parce qu'elle a un empire colonial qui peut lui fournir des produits qui vont manquer cruellement à l'Allemagne et à l'Autriche, et enfin parce qu'elle a les mers libres, donc elle peut importer du blé depuis le Canada ou des produits depuis les États-Unis ou depuis l'Amérique du Sud. Donc si la France est dans une meilleure position sur le plan alimentaire, il n'en demeure pas moins que le rationnement alimentaire se fait sentir, que le rationnement des produits industriels se fait sentir aussi, et que ces conditions de vie dégradées usent petit à petit la patience de la société, et qu'on se dit que si l'état de guerre se termine, eh bien on reviendra au jour prospère de la paix et que ce ne sera pas trop tôt.
Le troisième facteur de trouble, c'est l'influence de la révolution bolchevique et les tentations de la paix blanche. Alors, la tentation de la paix blanche, j'en ai dit un mot tout à l'heure, ça s'est traduit par l'engagement d'hommes politiques de premier plan, hein, à commencer par Joseph Caillaux, qui d'ailleurs sera poursuivi par Clémenceau pour défaitisme et mis en prison de façon tout à fait légale, hein, soit dit en passant, mais à Raymond Poincaré qui lui demandait de faire passer Caillaux devant le tribunal et de le faire fusiller. Poincaré répondait Clémenceau répondait de façon très mesurée: là où il est, il ne fait de mal à personne, je m'arrête là. Je l'ai rendu inoffensif, ça me suffit, je ne suis pas vindicatif. Ça donne une idée du balancement, de l'équilibre de Clémenceau face à ces situations difficiles. Car si les partisans de la paix blanche sont toujours actifs au Parlement, même si Clémenceau a été élu, enfin sa motion a été soutenue par, si mon souvenir est bon, 470 députés, 65 ont voté contre, dont 64 députés socialistes. Il a l'appui du Parlement, il se sent solide, il a l'appui du président de la République, ça c'est clair, et il gère comme il peut la crise du commandement français, puisqu'il y a crise du commandement français, il y a, entre les conceptions d'un Foch qui est au-dessus des partis, mais n'est pas encore le coordonnateur ni le commandant en chef des armées alliées, et Pétain, et les deux tempéraments des deux hommes sont antinomiques, Foch voulant qu'on ne perde pas 1 mètre du territoire français pour pouvoir mieux partir à l'attaque, et Pétain, comme mon prédécesseur l'a dit, étant plutôt un temporisateur et disant laissons-les s'user et ensuite nous verrons ce que nous pourrons faire contre eux. Alors, soit dit en passant, le laissons-les s'user, Joffre disait la même chose. Joffre, à qui on faisait le reproche d'attaques qui étaient coûteuses en vie humaine, répondait « je les grignote ». À quoi un journaliste avait dit « on ne grignote pas un coffre-fort ». Bon, voilà, ça en dit long. Mais Pétain ne prétendait pas grignoter. Pétain prétendait que les Allemands s'useraient tout seuls contre nos défenses si nous étions assez souples pour céder des mètres du sol de la mère patrie contre l'avis de soldats français qui pouvaient ensuite repartir à l'attaque. Nous avons en 1918 le plein effet de la révolution bolchevique. La révolution bolchevique, au tout début, la population française a vécu le retrait de la Russie de la guerre comme étant une trahison. Mais petit à petit, la propagande bolchevique qui s'est développée dans les pays du centre, en Allemagne notamment, mais aussi bien évidemment en France, va agir sur le milieu ouvrier au nom de la solidarité de la classe ouvrière. Et ce milieu ouvrier, il est doublement fragile, ou plutôt il est doublement un risque. Le premier, c'est que par conscience de classe ou solidarité de classe, il peut mieux recevoir le message bolchevique que la population paysanne ou la population des villes qui travaillent dans les services, etc. Et la deuxième chose, c'est que ce sont des ouvriers qui sont dans l'essentiel de la classe ouvrière, travaillent dans les usines d'armement. Donc, si les usines d'armement cessent de tourner à cause de l'agitation sociale, la qualité de résistance de la France et des armées françaises est gravement compromise. Et donc, le souci permanent de Clémenceau va être de faire en sorte que la classe ouvrière n'abandonne pas l'idée de la guerre et ne milite pas pour une paix à la bolchevique, qui serait alors l'abomination de la désolation, mais même un ralliement à la paix blanche. La police de Clémenceau surveille activement les agents du bolchevisme dans notre pays. Certains sont assez imprudents pour tenir des propos qui peuvent être qualifiés de défaitistes. Ils sont immédiatement repérés par les forces de l'ordre et accusés de propagande pro-allemande ou défaitiste, ce qui permet de les mettre sans sanction grave, mais à l'abri du soleil et de la pluie, et donc les empêcher de continuer leur propagande.
Il n'en demeure pas moins que, on va voir tout à l'heure qu'on s'est heurté à des mouvements ouvriers, mais que ces mouvements ouvriers, finalement, ont été relativement peu inspirés par le mouvement bolchevique. Mais le mouvement bolchevique pèse beaucoup sur les considérations du front intérieur. L'Allemagne ne le sent pas de la même façon, et pourtant, en 1918, c'est bien la révolution à caractère bolchevique ou spartakiste qui emportera le pouvoir impérial et amènera l'Allemagne à demander l'armistice. Et puis, il y a quelque chose dont on parle relativement moins, c'est l'effet de la position de Wilson quant aux conditions d'arrêt de la guerre. Wilson est un personnage bizarre, décrit par beaucoup comme étant un pasteur puritain. Clémenceau parlait de lui en disant « Il y a à Washington un Bouddha qui n'écoute personne que ses intuitions ». Et le mot Bouddha laisse un peu rêveur quand il s'agit d'un chef d'État. La position de Wilson était une position idéaliste et en même temps extrêmement, comme disent les anglo-saxons, matter of fact. Il avait bien compris qu'il avait barre sur le système dans la mesure où sans les Américains, les Alliés étaient incapables de gagner la guerre, en tout cas de forcer la décision. Donc il savait que chaque mois qui passait renforçait sa position sur le plan politique, et sa position sur le plan politique, il l'a exprimée à travers ce qu'on appelait les 14 points, qui est une vision de l'organisation de l'Europe après la guerre, sur la base de l'autodétermination des nationalités, sur la base de la mise en place de régimes démocratiques et de la fin du système impérial ou autoritaire, sur la fin du militarisme, sur l'organisation d'une société qu'on a appelée la Société des Nations pour régler les conflits. Ces propositions qui ne tenaient pas à la façon dont il fallait finir la guerre, mais dont il fallait organiser la paix, et qui étaient des conditions auxquelles il demandait aux empires centraux de souscrire s'ils voulaient obtenir un armistice, ces propositions ont été très bien reçues en France. Toute une partie de l'opinion publique française, y compris la presse, y compris des députés soutenant Clémenceau, avait vis-à-vis de Wilson une attitude particulièrement favorable. Et chaque fois que Wilson est venu en France, il a été ovationné. Et Clémenceau souffrait de voir que le grand allié sans lequel il ne pouvait pas avoir cette victoire pour laquelle depuis des années les Français peinaient, ce grand allié était plus acclamé que les chefs français. Et beaucoup voyaient en Wilson un espèce d'apôtre de la paix. Alors, lui-même avait un aspect assez ascétique. Je suppose que vous avez tous en tête son visage avec son haut de forme, etc., etc. Il écoutait peu de gens autour de lui. Il avait quelques conseillers, et encore ceux-ci n'avaient pas franchement barre sur lui. Et donc, cette espèce d'autocrate démocratique qu'était Wilson lançait des messages à connotation politique qui gênaient la politique de Clémenceau. La victoire doit la paix après la victoire, mais pas de paix avant la victoire. C'est-à-dire qu'en clair, l'Allemagne doit plier le genou avant qu'on discute avec elle, sinon les choses ne seront pas réglées. Et l'effet de la position de Wilson quant aux conditions d'arrêt de la guerre a été plus gênant pour Clémenceau que les mouvements sociaux dans les usines ou la propagande bolchevique. Alors, on va regarder d'un peu plus près la politique de Clémenceau dans ce contexte. Clémenceau est profondément patriote et il est profondément républicain. Il a montré toute sa vie, il est très attaché aux libertés publiques et s'il comprend bien que la guerre nécessite qu'on fasse des sacrifices quant aux libertés publiques, ça ne peut être que sous le contrôle démocratique et ça ne peut être que motivé et dûment motivé par les circonstances et pas un système en lui-même. Et sa position vis-à-vis de la presse est très instructive dans ce domaine. Bien sûr, Anastasie va fonctionner, mais moins que sous d'autres présidences de conseil. Et il va tenir la presse. Lui-même a tenu un journal pendant la guerre. C'est un journaliste. Hein. Une partie du temps, il n'a pas été parlementaire avant d'être élu sénateur. Et il s'est manifesté dans la vie nationale comme journaliste, comme directeur de journal.
Donc il connaît bien la presse. Comme ministre de l'Intérieur, il a eu l'occasion, avant la guerre, de manœuvrer la presse dans des circonstances difficiles. La crise des vignerons en Languedoc, les grandes grèves dans le nord de la France sur les carreaux de mine. Donc, il sait comment la presse peut influencer, et il sait aussi comment influencer la presse. Et il le fait de 3 façons. Le premier, c'est en affirmant, et c'est un principe auquel il est attaché, personne ne le remet en cause, la liberté de la presse comme un fondement dans un pays démocratique. Et cela cadre avec aussi la nouvelle politique du grand quartier général qui consiste à dire il faut dire les choses comme elles sont. Il ne faut pas peindre en rose une réalité qui n'est pas rose. Donc, laissons la presse s'exprimer. Si on ne laisse pas la presse s'exprimer, on n'a plus de canal de sensibilité entre le pays et le pouvoir, et il faut la laisser s'exprimer. Mais, le premier, c'est qu'il ne faut pas lui laisser dire tout et n'importe quoi. Et le second, c'est qu'à un moment donné, des gens commencent à mener une vie de journaliste qui n'ont absolument pas comme vision la paix après la victoire, mais au contraire l'arrêt immédiat des hostilités. Donc ceux-là, on ne va pas leur permettre de s'exprimer parce que ça va trop contre l'intérêt national. Et pour museler la presse, tant est qu'il l'ait muselée, mais enfin il a quand même singulièrement bien tenu en main, il a un homme extraordinaire auprès de lui, qui est son directeur de cabinet, qui est Georges Mandel, qui connaît bien la presse et le monde de la presse. Le monde de la presse de la guerre de 14-18 n'a rien à voir avec celui que nous avons aujourd'hui. Il y a des dizaines et des dizaines de journaux qui paraissent, qui sont régionalisés, donc ou des journaux d'opinion. C'est beaucoup plus varié que ce que nous avons aujourd'hui, ce que nous trouvons en kiosque ou ce que nous trouvons sur le web. Donc, Mandel va lui être son bras séculier pour tous les jours voir les directeurs des grands journaux et leur demander ce qu'ils vont écrire le lendemain. Et leur dire, écoutez, mon cher ami, non, ça, c'est pas convenable, ou ça, c'est bien. Et il va être assez astucieux pour diffuser des nouvelles de façon prioritaire auprès de l'un, pour le remercier de sa confiance. Et donc, Mandel va être à la fois la terreur des journaux et la bonne aubaine des journaux. Et puis, il va aussi museler la presse par une façon dont il a usé quand il était ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire qu'il y a des fonds secrets et que la plupart des gens, pas dans cette salle, ça va de soi, mais la plupart des gens sont assez sensibles à l'argument financier pour modifier leur opinion ou leur action. Et il va donc utiliser ces fonds secrets pour acheter des gens, voire leur demander de continuer à faire telle chose alors qu'on ne l'attend pas, mais de manière à prendre à contre-pied tel parti politique ou telle position défendue à la Chambre. Et en définitive, il va conserver les libertés démocratiques dans la mesure où on peut le faire dans un pays en guerre, alors que de l'autre côté, c'est la grande différence avec l'Allemagne, l'Allemagne vit sous la dictature de Ludendorff. C'était une vraie dictature, une dictature militaire, alors que la France est encore dans un pays démocratique où la respiration politique est normale. C'est la deux grandes différences, et à mon sens, c'est une des grandes explications de pourquoi nous avons gagné la guerre et pas l'Allemagne, c'est que la France, grâce à Clémenceau, a réussi à conserver jusqu'au bout une vraie respiration politique qui a permis de maintenir l'union nationale jusqu'à la fin des combats. Clémenceau va avoir affaire... alors, vous connaissez peut-être ces images qui sont... il y a des photos, il y a des séquences cinématographiques où l'on voit Clémenceau qui adorait aller sur le front, qui était intrépide. On le voit, qui discute avec un poilu qui a un journal à la main. Il y a plusieurs images qui ont été tournées. C'est une séquence cinématographique, donc on peut extraire plusieurs photos. C'est très symptomatique de Clémenceau. Je suis sur le front, je partage le danger des poilus. Les poilus ont un journal, me posent des questions parce qu'ils ont lu ceci, ils ont lu cela. Et donc, inimaginable de l'autre côté des tranchées. Inimaginable de l'autre côté des tranchées. Et puis, ce courage physique de Clémenceau qui dit toujours aux gens de l'intérieur, vous n'avez qu'une chose à penser, c'est aux gens qui sont sur le front. C'est aux poilus. Et il va les visiter souvent. Alors ça met en rage Poincaré
qu'il laisse à l'arrière dans des cérémonies d'ordre patriotique, mais sans gloire. Lui escalade les monticules, invective les troupes allemandes à 50 mètres de là, à un point tel que Mordac, qui est son conseiller militaire, lui dit « Monsieur le Président du Conseil, vous risquez de vous faire tuer. » Et il se retourne et il dit « Quelle plus belle mort puis-je envisager ?» Mais quand vous avez ce genre de propagande, par exemple, c'est un homme que vous voulez suivre. Donc, il s'assure l'affection et l'assentiment des soldats citoyens, car il traite ces soldats en citoyens, contrairement à ce qui se fait de l'autre côté. Donc, Clémenceau va garder le contact aussi avec les syndicalistes. La vie syndicale ne s'est pas arrêtée en France pendant la guerre. Les syndicats se sont majoritairement rendus à l'idée d'union nationale et soutiennent l'effort de guerre. De temps en temps, on voit émerger de ci, de là, notamment dans l'industrie métallurgique, des mouvements syndicaux qui sont différents et qui sont sensibles à la propagande bolchevique ou à la paix blanche ou à l'arrêt immédiat des hostilités, qui dénoncent une guerre capitaliste. Le vocabulaire commence à se gauchir par rapport à ce qu'on avait en 14, 15 ou 16. Et il va avoir à faire face aux conflits sociaux de mai 1918. Alors ça, c'est un moment terrible pour lui, parce que des grèves commencent à éclater en région parisienne, dans la région lyonnaise, en Bourgogne et dans la Loire, où se trouve l'essentiel de l'industrie métallurgique de défense. Et là, il a le choix entre deux voies, soit la répression, soit lâcher du lest. Que demandent les gens qui, comme c'est un bon jaugeur des conflits sociaux, il regarde ce que demandent, je suis sûr que certains d'entre vous pensent à une situation présente, et il regarde ce que demandent les gens qui protestent. Et les gens qui protestent demandent, certes, la paix immédiate, l'arrêt du massacre, etc., etc., mais qui a envie de dire « continuons à nous massacrer » Mais ces gens demandent une amélioration de leur salaire, une amélioration de leurs conditions de vie, une amélioration du traitement fait aux soldats. Mais vous savez que, par exemple, les soldats, on a toujours refusé de payer trop les soldats au front parce qu'ils n'avaient pas l'occasion de dépenser leur argent. On préférait envoyer ça aux familles que de le laisser aux soldats qui allaient boire peut-être un peu trop et qui risquaient d'encourager les désordres. Donc, Clémenceau comprend que dans les revendications qui sont envoyées, ce sont des vraies revendications sociales et pas des revendications politiques. Et donc, il va faire en sorte, à un moment donné, avec habileté, de faire, non pas croire, mais de mettre en avant les meneurs syndicaux qui, eux, ont des positions politiques, soit parce qu'ils prônent la paix blanche, soit parce qu'ils parlent de la guerre capitaliste. Et il va dire de ces gens, ce sont de mauvais Français, ce sont des agents de l'Allemagne, ce sont des défaitistes, ce sont des gens qui poignardent nos poilus dans le dos. Et donc, les grévistes, vous ne pouvez pas, alors que vous, par votre travail, vous soutenez l'effort de guerre, vous ne pouvez pas suivre ces gens. Et par un mélange de pression amicale, de persuasion, de patience, en quelques semaines, il va arriver à désamorcer la crise sociale. Et heureusement qu'il y arrive. Le 27 mai, alors que le travail s'arrête dans les usines des départements de la Loire, les Français viennent de perdre le chemin des dames. Donc, pour lui, c'est relativement facile, même si c'est triste, d'utiliser le recul des Français pour dire, vous voyez, si vous arrêtez le travail maintenant, c'est un coup de main que vous donnez à l'armée allemande. Et c'est du défaitisme. Et petit à petit, en quelques jours, le travail va reprendre et la grève ne fera jamais tache d'huile. Elle n'ira pas vers les autres secteurs de l'industrie et elle n'ira pas vers les autres régions que la région parisienne ayant repris le travail le premier. Donc les conflits sociaux de mai 1918, qui auraient pu, à la limite, si ça s'était passé autrement ou si ça avait été géré avec moins de doigté, être l'équivalent des conflits sociaux qui ont amené la fin du Second Reich. Et je rappelle qu'en mai 1918, l'ennemi est aux portes de Paris et que les Américains ont beau arriver, ils n'arrivent pas au compte-gouttes, mais ils sont loin d'être au mieux de leur puissance.
et de nous apporter tout ce dont nous avons besoin. Donc Clémenceau va arriver à gérer ces conflits sociaux sans créer un fossé supplémentaire entre les Français. Et dans le même temps, quand on y réfléchit, voilà un homme qui n'est plus tout jeune et qui se préoccupe de la paix sociale dans son pays et se préoccupe d'arbitrer entre les positions de commandement entre Foch et Pétain et de tenir à bout de bras l'alliance franco-anglaise. Je rappelle que les offensives successives de Ludendorff entre les armées françaises et anglaises ont mis à mal l'alliance franco-anglaise. Un certain nombre de militaires britanniques disant « Bon, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on protège les ports parce que si ça tourne vraiment mal, il faut pouvoir rembarquer. » Et les Français leur disant « Non, non, mais restez près de nous. Ce qu'il faut, c'est protéger Paris, c'est protéger le cœur de la France. » Et entre Pétain d'un côté et le commandement anglais, il y a un fossé petit à petit qui se creuse et qui se traduit par le fait que les Anglais, qui sont très malmenés par les deux offensives principales de Ludendorff, demandent aux Français des renforts que Pétain, à juste titre, ne leur octroie qu'au compte-gouttes en disant « Je ne veux pas qu'on se retrouve dans la situation de Verdun, où chaque fois qu'une division était envoyée au front, elle fondait dans la brasier instantanément. Il faut que je garde des réserves pour pouvoir contre-attaquer quand les Allemands se seront calmés. » Et à un moment donné, le conflit entre les deux commandements, y compris le problème de Foch, qui était un peu au-dessus des partis, mais qui tenait un langage qui était très sensé, disait à Poincaré comme à Clémenceau, quand on a un ennemi qui ouvre la porte, on n'ouvre pas la porte, s'il a mis le pied dans la porte, on pousse pour qu'il enlève son pied de la porte. Ouvrir la porte, c'est se suicider. Donc, si on se replie pour protéger Paris, et si on quitte la liaison avec l'armée anglaise, on perdra la guerre. Et Foch tenait le même discours aux Anglais. C'est à un point tel que Clémenceau, et là il a été habile socialement pour calmer la grogne sociale, il a été très bon diplomate, il n'a jamais dit « je veux d'un commandement unique français et je veux que ce soit Foch ». Il s'est débrouillé pour qu'un ministre anglais propose au commandement anglais que Foch prenne le pas sur l'ensemble des généraux britanniques et français pour diriger et coordonner la guerre. Et donc cette habileté diplomatique, qui est à mon sens un comble de la maîtrise qu'on peut avoir de la psychologie aussi de ses alliés, cette capacité de mener une guerre en alliance, qui est quelque chose d'extrêmement compliqué, surtout quand vous n'avez pas un allié dominant, mais deux alliés qui s'équilibrent d'une manière ou d'une autre. Et il a eu aussi l'habileté de faire rallier les Anglais à la majorité et la plupart des conditions de paix des Français. Pendant très longtemps, on n'a pas été trop sûr que le Bouddha de Washington était d'accord pour que l'Alsace-Moselle revienne à la France. Or, comment pouvait-on envisager que la France sorte de 4 ans de guerre sans le retour des provinces perdues en 1871 ? Donc, on voit le fossé d'ailleurs qu'il y a culturellement et historiquement entre l'Amérique et l'Europe à ce propos. Et ce sera la même chose sans doute lors du second conflit mondial. Donc, notre président du Conseil, il a su faire un mélange de fermeté et de diplomatie pour aboutir à la paix sur le front intérieur et au maintien de la coalition solide qui ont permis les offensives libératrices du second semestre de 1918. Alors, je voudrais souligner une chose. Ceci explique cela. Je suis colonel de réserve dans la gendarmerie, donc la gendarmerie est une arme qui a droit à mon affection. Il a fait tout ça, notamment sur le front intérieur, avec une très mauvaise organisation des forces de maintien de l'ordre. Avant la guerre, quand il y avait une grève, on envoyait la troupe sur le carreau des mines. On envoyait la troupe face aux manifestants. On se souvient que quand il y a eu la grande crise des vignerons en 1907, un régiment d'infanterie envoyé pour réprimer l'émeute a mis la crosse en l'air. Bien évidemment, c'était des appelés qui étaient les fils des paysans qui étaient en face. Donc là, il a compris qu'il fallait peut-être
bouger un peu les appelés et pas les laisser trop dans leur pays d'origine. Mais il a commencé à réfléchir au fait qu'il fallait, pour le maintien de l'ordre, autre chose que la troupe. Aujourd'hui, le maintien de l'ordre, c'est un métier à plein temps. Et la défense du territoire ou la défense du pays, c'est un autre métier à plein temps. Ce n'est pas le chef d'état-major des armées qui me contredirait s'il était assis à votre place. Mais ce n'était pas ce dont disposait Clémenceau. Clémenceau disposait comme force de maintien de l'ordre tout simplement d'une gendarmerie qui était insuffisante en nombre, qui avait été très mobilisée, une bonne partie ayant été mobilisée d'ailleurs dans les troupes de ligne, et qui assurait la prévôté militaire sur le front. Et cette prévôté militaire ne valait pas une grande popularité aux gendarmes. On se souvient de ces remarques que faisaient les poilus qui rentraient de Verdun sur le chemin de retour. Et quand ils croisaient un poste de gendarmerie ou un gendarme à cheval, ils disaient « Ça va, gendarme, pas trop dur dans votre secteur ?» Et pourtant, la gendarmerie a perdu en pourcentage, a eu un pourcentage de morts, autant de morts que le service de santé des armées qui était au contact. Donc, il y a une vision des forces de maintien de l'ordre qui est très peu populaire au front et par décalque très peu populaire à l'intérieur du pays. Mais surtout, une grande insuffisance d'effectifs. On tombe sur 8000 gendarmes pour tenir l'arrière du front, ce qui est vraiment ridicule. Ce qui fait que quand il y aura les grandes grèves, Clémenceau sera, malgré qu'il en est, obligé de faire appel aux réserves militaires. Et c'est une trentaine de régiments de cavalerie, qui étaient traditionnellement tenus en réserve, qui viendront camper aux côtés des gendarmes sur les carreaux de mine, à l'entrée des usines, et qui remettront petit à petit de l'ordre dans les désordres causés par les grévistes. Mais Clémenceau a réfléchi à cette défaillance, cette carence de troupes destinées ou de forces destinées au maintien de l'ordre. Il avait, tout le monde se souvient, quand il était ministre de l'Intérieur, il avait mis en place une vraie police, ce qu'on appelle les brigades du Tigre. Mais cette vraie police était une police de type criminel et pas une police large. Et il a tenté de créer une force de l'ordre pour le maintien de la paix intérieure. Bon, il n'a pas eu le pouvoir suffisamment longtemps. Ceci étant dit, la gendarmerie s'est organisée pour avoir des gardes mobiles qui, lors de l'émeute du 6 février 1934, ont défendu le Parlement contre une tentative de coup d'État. Et c'est cette problématique qui a été reprise à la Libération par Jules Mock, qui a créé les compagnies républicaines de sécurité qui sont venues doubler les gardes mobiles, d'avoir une force qui est destinée uniquement au maintien de l'ordre et qui ne soit pas simplement des agents de police qui, avec leur pèlerine, empêchent les gens de faire des mouvements sociaux. Je voudrais souligner, en terminant, que si nous avons gagné la guerre de justesse, nous n'avons vraiment pas volé la victoire. Parce que nous avions, vous allez me dire qu'en face, ils ont fait des sacrifices aussi, mais nous avons fait des sacrifices au moins autant que les Allemands, peut-être plus, allez savoir, en nombre de tués, c'est probable. Mais surtout, nous avons mérité la victoire parce que nous avons su nous organiser, serrer les dents comme il fallait, et finalement ne pas laisser le pays se déliter, ni une partie de la population se détourner de l'objectif national de la paix après la victoire. Je vous remercie. C'était... C'est dans les temps. Très bien. Quelques minutes, mais on peut faire quelques questions. Tiens, je te rends la gafette. Y a-t-il des questions? Oui. Est-ce qu'il y a quelques questions? Oui, là-bas. Joseph Ribaud, ingénieur de l'armement. On a beaucoup d'aspects de la société française n'ont pas été évoqués, mais c'est bon, bien sûr. Mais est-ce qu'on n'a pas parlé des mouvements de l'opinion publique aux États-Unis, de ce qu'a fait l'Angleterre, de la déclaration de Balfour, du fameux télégramme soi-disant intercepté ou peut-être réellement intercepté, selon lequel
les Allemands cherchaient le secours du Mexique, enfin d'autres différents aspects internationaux qui se sont passés, donc qui concernaient nos alliés. Ça marche? Bon, vous m'entendez? Bon. Alors, premièrement, on n'a pas fait une histoire de la Première Guerre mondiale pendant cette journée. On s'est centré sur 1918 et sur les conditions qui nous ont amené la victoire. Pour ce qui est des mouvements aux États-Unis, nous avons été sans doute plus aidés par l'opinion publique américaine que par le président des États-Unis lui-même. Une bonne partie des élus au Congrès détestaient le kaisérisme, ne détestaient pas l'Allemagne, mais détestaient le kaisérisme et souhaitaient que le régime impérial allemand s'effondre avant qu'on puisse discuter avec les représentants d'une Allemagne démocratique. Donc, aussi bien dans la presse que dans le personnel parlementaire américain, les positions françaises ont été bien perçues et on a été plutôt soutenues. Mais le système politique américain est tel que la presse dit ce qu'elle veut et à l'époque peut-être moins sensible au pouvoir de la presse qu'aujourd'hui. Le président des États-Unis est un tyran démocratique. S'il décide de l'être, il peut l'être et il y a peu de moyens de l'empêcher. Donc voilà pour la partie américaine. Pour la partie anglaise, les mêmes causes ont produit les mêmes effets. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de femmes qui sont allées travailler. Les munitionnettes britanniques ont été aussi nombreuses que les munitionnettes françaises. Les conditions de vie étaient dures et donc il y a eu des grèves, il y a eu des mouvements quasi insurrectionnels qui ont été maîtrisés par Lloyd George, qui avait une sensibilité sociale certaine et qui avait du savoir-faire et qui avait comme particularité, ça lui a certainement servi, d'être gallois et de ne pas être anglais. Alors, sur l'affaire du Mexique, oui, les Allemands n'ont pas toujours été très habiles sur le plan diplomatique. Tout le monde connaît l'épisode. Les Américains découvrent un télégramme envoyé par par le ministre des Affaires étrangères allemand via l'ambassadeur au Mexique, en disant aux Mexicains, si vous déclarez la guerre aux États-Unis, on vous soutiendra et la paix venue, vous récupérerez les territoires que vous avez perdus au XIXe siècle. Tout le monde se souvient qu'au XIXe siècle, les États-Unis ont agressé le Mexique et lui ont piqué la moitié de son territoire. Donc c'était alléchant, mais les Mexicains ne se sont pas laissés aller à la tentation. Mais dans le même état d'esprit, il y a eu toutes les intercessions faites par le pape en faveur de la paix. Et le pape fait plusieurs intercessions en faveur de la paix, notamment en faisant le go-between entre l'empereur d'Autriche-Hongrie, pays catholique, et la France. Et des discussions ont commencé en Suisse, mais qui n'avaient rien d'officiel, mais qui étaient quand même des contacts qui pouvaient déboucher sur quelque chose. Et ça s'est arrêté quand Clémenceau est devenu président du Conseil, parce qu'il a dit « je ne traite pas avec l'ennemi ». En plus, on sait que Clémenceau était un peu anticlérical. C'est un understatement. Donc, être obligé de dire à sa sainteté, puis je ne sais plus combien, merci de nous avoir apporté la paix, ça c'est quelque chose qu'il ne pouvait pas faire. D'ailleurs, soit dit en passant, toutes ces tentatives étaient bien tardives. Et on pouvait penser que la papauté cherchait plus à protéger, à faire perdurer l'État catholique qu'était l'Autriche, qu'à ramener la paix comme objectif principal en Occident. Voilà, donc on ne pouvait pas se lancer dans toutes les explications aboutissant, mais là où je vous rejoins, c'est que quand je parlais de paix blanche tout à l'heure, ça a été des mouvements qui ont semé un peu de confusion dans l'opinion française. J'ai répondu à votre question ? Bon, on va arrêter là, si vous voulez bien les questions. Je suis désolé, mais nous sommes obligés de rendre la salle à 17h30. Donc, je voudrais d'abord, avant de donner la parole au général Irastorza, remercier les intervenants, les conférenciers de cette journée, qui ont été des collaborateurs remarquables pour monter ce colloque.
Et non seulement ils ont travaillé personnellement, les uns les autres, mais aussi ils nous ont donné beaucoup d'idées, ils nous ont orientés et ouvert un certain nombre de conférences, ou tout au moins d'éléments de conférences, qui ont été, je pense, assez riches. Et en votre nom et au nom du comité d'organisation, je tiens à les en remercier. Alors, vous avez compris que Mme Darrieussecq, le secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, nous ayant dit récemment qu'elle ne pouvait plus venir clôturer ce colloque, c'est avec plaisir que je vais donner la parole au général d'armée Ira Storza, notre ancien CEMAT, et qui est le président du conseil d'administration de la mission du centenaire, de venir clôturer ce colloque. Personne n'est aussi capable de faire cette conclusion que lui-même. Bien, bonsoir. Je dis tout le plaisir que j'ai à me retrouver parmi vous. Mon cher général d'Anselme, je vous remercie de me permettre de clôturer ce colloque. Et je pense que vous me pardonnerez de répondre à une question finalement par deux autres. Pourquoi la victoire? Mais pourquoi commémorer? Et surtout, comment commémorer aujourd'hui, car maintenant que se tourne la page de ce très long cycle mémoriel, c'est ce qu'il en restera demain qui me préoccupe le plus. Tout ce qui a été dit toute la journée était très intéressant. Des vérités plurielles, comme on dit, pour ne fâcher personne, ont pu s'exprimer. Je tiens à rappeler de toute façon que je ne suis pas historien, mais je suis seulement un passionné d'histoire, et notamment de celle de la Grande Guerre, ce qui m'a valu, il y a maintenant 7 ans, d'être désigné pour présider la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale. Mais je pense depuis qu'en plus de cette passion, les responsabilités que j'ai exercées à l'interface du monde militaire et politique en temps de paix, aussi bien qu'en opération, et ma connaissance du grand corps des officiers généraux français, ce qui n'est pas rien, m'autorise une approche souvent un peu complémentaire de ce qui s'écrit ou se lit par ailleurs. Alors, je ne vous ferai pas l'injure de revenir longuement sur le pourquoi des commémorations, fort bien synthétisé par Monseigneur Ravel au tout début de ce cycle. Commémorer, c'est faire mémoire ensemble. Pour essayer de comprendre ce qui a déclenché des événements qui ont conduit à ce qui restera dans notre mémoire collective la plus terrible épreuve et la plus grande rupture sociétale qu'ait connue notre pays à ce jour. Mais c'est aussi honorer, bien sûr, tous nos combattants, mais pas que. Mais pour moi, c'est surtout reprendre les mots du général de Gaulle après sa descente triomphale des Champs-Élysées fin août 1944. Il disait « Paris, ce soir, brille de tous ses feux, etc., etc., et tire les leçons des mauvais jours. » Je ne suis pas sûr qu'il ait été écouté jusqu'à récemment. J'ai préféré vous rappeler en quelques minutes ce que nous avons voulu faire et comment nous l'avons fait, ce qui, au bout du compte, répondra à la question posée initialement. En quelques mots, je voudrais d'abord revenir sur ce qu'a été la mission du centenaire, puis tirer les premiers enseignements de notre action à l'aune des 7 principes que nous étions fixés en accord avec notre conseil scientifique pour guider notre action tout au long de ces 7 années. Bon, le GIP, Première Guerre mondiale, la mission du centenaire a été créée le 22 avril 12. Un conseil d'administration comprend une vingtaine de membres, 6 ministères, etc., 6 établissements publics, une mutuelle privée, j'en passe et des meilleurs. C'est aussi une assemblée générale en version 40 membres. Alors j'insiste là-dessus parce que ces 40 membres, c'est essentiellement des collectivités territoriales. Des collectivités territoriales qui ont été complètement impliquées dans tout ce long cycle mémoriel. C'est enfin un comité des mécènes, présidé par le journaliste Jean-Claude Narcy, pour compléter les ressources mises à notre disposition en recourant au mécénat d'entreprise et aux particuliers. Bon, le mécénat mémoriel, ce n'est pas quelque chose de bien installé encore dans notre paysage.
C'est enfin une petite structure à géométrie variable, hein, de 8 à 15 membres selon la densité des événements. Voilà. Alors on avait 3 missions, c'était de concevoir et mettre en œuvre sous l'autorité du gouvernement le programme commémoratif du centenaire, principalement les grandes cérémonies nationales et internationales se déroulant sur le territoire national. Plus important, la deuxième mission, c'était d'encourager et accompagner le centenaire des Français en s'appuyant sur les comités départementaux du centenaire, un CDC par préfecture, et les comités académiques du centenaire, un comité académique par rectorat. Au total, nous avons labellisé 6000 projets et nous en avons subventionné 4000. Alors je le dis parce qu'on me dit souvent, ouais, vous avez plutôt été pingre, etc. Mais quand on donne 1000 € à 4000 projets, ça fait déjà 4 millions. Et comme on a donné le double en moyenne, on arrive à 8 millions. Et c'est quand même pas totalement négligeable. On n'est pas si pingre que ça. Voilà. C'est ensuite informé sur la Grande Guerre, les différents événements locaux, nationaux et internationaux, en nous appuyant sur tous les vecteurs de communication en usage sur notre site centenaire.org, etc., etc. Voilà pour l'outil. Alors voyons maintenant quasiment à chaud ce qu'il a produit entre guillemets, en le passant au filtre des 7 principes retenus par la mission lors de sa création. De ce premier bilan, vous pourrez déduire la façon dont il conviendra de commémorer désormais dans un pays à l'histoire si riche, qui finalement a quelque chose à commémorer quasiment chaque jour. Alors, je serai un peu long sur le premier principe, c'est pour rassurer le général d'Anselme qui dit on en est au premier principe, il ne reste plus que 5 minutes. Le premier principe, je serai un peu long parce que nous touchons là au cœur de la commémoration, à la raison d'être de ce cycle mémoriel. Nous avons rendu à tous les soldats morts pour la France et à tous ceux venir mourir chez nous pour notre liberté l'hommage qui leur était dû et partagé avec tous, notamment avec ceux qui se battaient alors pour une cause qu'ils croyaient juste, la mémoire de ces sacrifices. Tous ont été honorés, du chef militaire au soldat, qu'il soit de carrière, de réserve ou conscrit. Et nous avons veillé à ce que l'hypersacralisation du poilu ne fasse pas sombrer dans l'oubli ceux qui les avaient commandés. Comment oublier que pour conduire au combat 7 400 000 poilus, il y avait près de 600 000 cadres qui ont pris des coups non seulement pendant les combats, mais aussi après, pour des raisons bien plus souvent idéologiques qu'objectives. Pourtant, ils ont porté leur part de l'épreuve infligée au pays. Il convenait de ne pas en faire, comme je l'ai dit dans un quotidien national, des apatrides de la mémoire. Il aura fallu 502 généraux pour commander 8 millions de mobilisés. 162 ont été limogés quasiment d'emblée, pour l'essentiel de vieux généraux en deuxième section, vétérans de la guerre de 70, incapables d'assumer les responsabilités d'une guerre qui les dépassait par sa violence, son ampleur et ses techniques nouvelles. Mais il n'y avait pas qu'eux. Quand on dit que 42 sont morts au combat et 60 pour la France pendant la Grande Guerre, ou tout juste après des suites de leurs blessures ou de maladies imputables au service, pour reprendre la formule du mort pour la France telle qu'elle est définie pour tous, bien évidemment, on me rétorque que c'est fort peu comparé aux pertes totales. Mais rapporté au nombre de généraux, 102 tués, ça fait 20%. Et c'est supérieur à la moyenne des pertes, 17%. L'hommage rendu au grand chef militaire le 10 novembre dernier sous le dôme des Invalides était totalement justifié. Ce sont 195 000 officiers, dont seulement 20% de carrière et 80% de réservistes et de conscrits qui ont encadré ces millions de mobilisés. 37 000 étaient des affectés spéciaux, comme les médecins par exemple. Ça ne fait finalement que 158 000 officiers à l'encadrement des unités et dans les états-majors. 37 000 sont morts pour la France, soit 19%, dont 4 838 Saint-Cyriens, 291 de la promotion Croix du Drapeau, soit plus de la moitié de cette promotion. Elle ne fit d'ailleurs qu'un an de formation et prêta symboliquement le serment de monter à l'assaut en casoar et gants blancs, ce qu'ils ne firent bien évidemment pas, hormis peut-être un seul qui aurait accroché son casoar sur son képi. Plus souvent raillés que mis à l'honneur,
Nos sous-officiers ont été la véritable colonne vertébrale de nos régiments et bataillons. Sur ces 393 000 contremaîtres de la victoire, des conscrits aux 3/4, 110 000 ont été tués ou sont morts des suites de leurs blessures, 28%. Le plus lourd tribut de la Grande Guerre, et de très loin. L'hommage rendu à tous par le président de la République dans son discours des Éparges, puis plus singulièrement au lieutenant Porchon, l'ami saint-cyrien de Maurice Genevoix au cimetière du Trottoir, fait sens. L'armée de la République est une. Enfin, lorsqu'on sait que Madame Porchon perdit en 2 mois ses fils Robert et Marcel et son frère Louis, ce geste rendait hommage à la douleur de toutes les familles affectées par l'ampleur d'une épreuve qui fut dans le cœur des Français, familiale avant d'être mondiale. Qu'importe que le premier ait été saint-cyrien, qu'importe que le second ait été prêtre et caporal, et le troisième, général, le général de la rue, tué à perte les hurlus d'une balle dans la tête. Le chagrin d'une mère n'est ni de carrière, ni de réserve, ni conscrit. C'est du chagrin, et puis c'est tout. Dans l'hommage rendu à nos poilus, nous n'avons évidemment pas oublié nos 569 270 ressortissants de l'Empire. Pourquoi je cite ce chiffre? Parce qu'on sait exactement aujourd'hui, à l'unité près, combien il y en avait. Comme en attestent de riches projets mémoriels et de très nombreuses cérémonies, comme par exemple l'inauguration ou la réinauguration du monument de la Force Noire réinstallé à Reims. Nous nous sommes également souvenus des fusillés. Il n'y a pas eu de réhabilitation collective, mais nous avons mis en ligne des dossiers qui avaient survécu aux différents conflits. Aux Français de juger en leur âme et conscience. Ce kyste mémoriel demeure, mais le rapport remis par Antoine Prot au ministre a permis d'en mieux cerner la réalité. Sur 741, 632 l'avaient été pour crimes militaires, 56 pour espionnage, 53 pour crimes de droit commun. Rappelons qu'en 14, si nous avons eu un tiers des pertes, nous avons eu aussi un tiers des fusillés, soit 41 par mois. En 15, ce sera encore 25 par mois, puis ce nombre ne cessera de décroître. En 16, 11 par mois. En 17, 7 par mois, dont 28 mutins, 26 en fait, puisqu'un se suicidera et l'autre, Vincent Mouilla, arrivera à s'échapper, il sera d'ailleurs réhabilité. Et 1 par mois en 18. L'année 17 est restée l'année des mutineries, mais elle n'a pas été l'année des fusillés, comme on l'entend dire encore trop souvent. S'il faut bien admettre que tout n'a pas été parfait dans le domaine militaire au cours de cette sanglante effusion, à 900 tués par jour pendant 1561 jours, il faut également admettre que le monde politique n'a pas toujours été à la hauteur des responsabilités écrasantes qu'il aurait dû assumer. Mais comme nous avons su rendre un hommage solennel à certains de nos grands chefs, nous avons rendu à Georges Clemenceau, tout au long de cette année, l'hommage dû à un homme d'État comme notre histoire nationale en compte bien peu. Naturellement, la réconciliation avec nos ennemis d'hier n'a cessé d'être réaffirmée dans le silence des nécropoles et au cours d'événements associant la jeunesse des deux pays, sur les bords du Rhin dès 2014, ensuite à Verdun, mais aussi en Allemagne, le plus souvent à l'instigation de l'Office franco-allemand de la jeunesse. Tout cela ne s'est malheureusement pas fait sans polémique, comme à Verdun. Par exemple, enfin, nous n'avons oublié ni les femmes, ni l'arrière. Conformément au deuxième principe, ça va aller vite maintenant, nous n'avons d'ailleurs pas cessé de rappeler, dans un monde qui n'est malheureusement guère plus stable qu'en 1914, que les acquis de la construction européenne et les valeurs de paix et d'amitié entre les peuples sont les meilleurs garants d'un avenir que nous souhaitons tous porteurs d'espérances nouvelles. En application du troisième principe, nous avons contribué, grâce à une démarche pédagogique novatrice, portée pour l'essentiel par l'éducation nationale, à faire comprendre aux jeunes générations comment on avait pu en arriver à un tel dérèglement mondial en quelques semaines, puis supporter et s'infliger de telles souffrances pendant plus de 4 ans, pour finalement n'en tirer aucune leçon et ne se réconcilier qu'une guerre
et un demi-siècle plus tard. Le quatrième principe lançait une passerelle entre le passé et le présent, l'implication de nos armées dans ces commémorations et, en marge des cérémonies, de nombreux projets, a permis de souligner que passer d'une armée de conscription à une armée professionnelle n'en rendait pas moins nécessaire la défense de la nation, la reconnaissance due aux soldats et le soutien dû à nos blessés et à nos familles endeuillées. La douleur d'une mère, d'une épouse, d'un enfant est tout aussi profonde qu'elle l'était il y a un siècle et nécessite toujours une solidarité et un accompagnement qui ne doivent pas faiblir. Le cinquième principe affirmait le caractère essentiel de l'implication des collectivités territoriales dans notre démarche. Sans elles, rien n'eût été possible, et notamment le développement de l'attractivité des territoires, dont les cicatrices témoignent encore de la violence des combats. L'itinérance mémorielle du président de la République dans un contexte par ailleurs difficile a permis de le souligner avec force. Comme le précédent, le sixième principe engage plus résolument l'avenir. Tous ces mois durant, nous avons accompagné une évolution progressivement plus culturelle des commémorations. En complément des cérémonies, bien sûr qu'il faut des cérémonies, il nous faut désormais commémorer autrement, en privilégiant des modes d'expression aux effets et vertus pédagogiques plus durables. Films, pièces de théâtre, spectacles musicaux, œuvres d'art, expositions, visites de sites, de musées, de mémoriaux, des événements sportifs, chemins et jardins de mémoire, livres, bandes dessinées, conférences et colloques, comme aujourd'hui, bien évidemment. Enfin, toutes les actions entreprises en vertu du septième et dernier principe ont permis de faire connaître l'état d'une recherche historique particulièrement bouillonnante ces dernières années sur le sujet et de la développer plus encore, notamment grâce à la numérisation des archives, l'indexation des registres matricules au Grand Mémorial et la collecte de documents jusqu'alors tenus au secret dans nos familles. Alors pourquoi la victoire ? Pourquoi commémorer ? Pourquoi commémorer la victoire ? Tout simplement pour nous permettre de vivre libres, dans le respect de l'autre et de la mémoire de tous ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie pour qu'il en soit ainsi. Les récents événements ont montré que beaucoup ne l'ont pas compris. Rien ne justifie que l'on puisse saccager l'Arc de Triomphe, profaner la dalle sacrée. L'accepter serait admettre que nous n'avons pas de passé et n'aurons donc pas d'avenir. Je m'y refuse. Et ce colloque a été également l'expression de ce refus. Je vous remercie. Voilà, merci à tous. Donc on peut se retrouver dans la salle Joffre juste à côté pour boire un verre, un cocktail nous attend. Et je vous demanderai de bien vouloir quitter l'amphi rapidement pour permettre à la manifestation suivante de se tenir. Merci.